Le milliardaire ne voulait danser avec personne, jusqu'à ce que la domestique s'approche de lui. Elle dansa avec lui et le conquit. Claire Moreau s'était habituée au couloir silencieux du domaine de Montreuil, une vaste propriété viticole située à une trentaine de kilomètres de Bordeaux. À 30 ans, elle connaissait chaque détail du vieux château entouré de vignes, chaque craquement du parquet, chaque fenêtre qui grinçait, chaque volet qui s'ouvrait difficilement. Depuis 5 ans, elle y travaillait comme domestique, employée discrète, ponctuelle, irréprochable, toujours polie et presque invisible. Sa vie s'écoulait au rythme des saisons, des récoltes et des commandes de vin qui partaient vers Paris, Londres ou même Tokyo. Le domaine appartenait à une vieille famille bourgeoise, jusqu'à ce qu'une série de dettes l'oblige à le vendre. Depuis quelques semaines, le nom du nouveau propriétaire circulait entre les murs avec une curiosité mêlée de crainte. Étienne Valois. Rien que son nom provoquait des regards échangés entre les employés. Un magnate de l'immobilier parisien, connu pour ses investissements dans l'art et les technologies de pointe, Étienne avait bâti sa fortune loin des projecteurs traditionnels, mais cela ne l'avait pas empêché de faire la couverture de nombreux magazines économiques. Il était riche, très riche, mais surtout il était réputé pour son comportement distant, presque glacial. On disait de lui qu'il ne riait jamais, qu'il évitait les événements mondains malgré sa position, qu'il détestait les mondanités. Il voyageait seul, dînait seul, décidait seul. Lorsqu'il avait annoncé sa venue au domaine de Montreuil pour y superviser les rénovations, une tension discrète s'était installée parmi le personnel. Chacun craignait une restructuration, des licenciements ou pire, l'indifférence. Claire, elle, avait accueilli la nouvelle avec un calme prudent. Elle n'attendait rien de bon ni de mauvais. Elle n'attendait plus rien du tout, à vrai dire. Elle s'était résignée à sa vie simple, honnête, faite de jours qui se ressemblaient, d'habitudes bien ancrées et de rêves soigneusement rangés dans un coin de sa mémoire. Pourtant, ce matin-là, en préparant les couverts pour une réception de gala qui aurait lieu le soir même, elle sentit une agitation différente parmi les autres domestiques. Tout devait être parfait. Les dorures des lustres avaient été nettoyées, les nappes repassées 2 fois, les bouquets de fleurs remplacés à la dernière minute. Le nouveau maître des lieux ferait sa première apparition publique ici, chez lui. Les invités venaient de partout, négociants, partenaires d'affaires, quelques figures locales du monde viticole, et bien sûr des femmes élégantes, influentes, toutes désireuses de plaire à l'insaisissable Étienne Valois. La consigne était claire. Personne ne devait lui adresser la parole sans y être invité. Il ne danserait pas. Il ne resterait peut-être même pas longtemps. Sa présence serait purement formelle. Le personnel avait été formellement averti. Aucune familiarité, aucun regard insistant. Claire hocha la tête comme les autres, mais quelque chose dans le ton employé l'avait interpellée. Pourquoi cet homme s'imposait-il à lui-même une telle solitude? Que cherchait-il à éviter? Elle n'eut pas le temps de s'attarder sur ses pensées. Il fallait courir, polir, placer, vérifier, recommencer. La soirée approchait. Lorsque le soir tomba sur le domaine, les lanternes installées dans les jardins se mirent à scintiller doucement. L'ambiance était feutrée, luxueuse, mais pas ostentatoire. Tout respirait le raffinement à l'ancienne. Claire, en uniforme noir et blanc, circulait entre les tables avec un plateau de coupes de champagne. Elle n'était pas habituée à tant d'effervescence. Les rires étaient discrets, les regards lourds de sous-entendus. Les femmes affichaient leurs plus belles robes. Les hommes rivalisaient d'élégance. Et pourtant, au centre de tout cela, il y avait lui. Étienne était arrivé sans escorte, vêtu d'un costume bleu nuit, sobre mais parfaitement taillé. Il s'était installé dans un coin du salon principal, loin de la piste de danse, refusant poliment mais fermement chaque invitation. Il saluait d'un hochement de tête, écoutait quelques mots, puis détournait le regard. Claire l'observait de loin, entre 2 services. Elle ne s'était pas attendue à cette allure. Il était jeune encore, peut-être de son âge, avec un visage grave mais marqué par la finesse de traits mélancoliques. Ses yeux, surtout, contrastaient avec l'image froide décrite par les rumeurs. Il semblait fatigué, non par le travail, mais par une lassitude plus ancienne, plus profonde. Elle aurait pu détourner le regard comme les autres, mais elle ne le fit pas. Quelque chose en lui l'attirait sans qu'elle puisse expliquer pourquoi. Pas une attirance superficielle ou un intérêt mal placé, mais une curiosité sincère, presque douloureuse. Il était seul, terriblement seul, au milieu d'une salle pleine de monde. Et à cet instant précis,
Lorsqu'il leva brièvement les yeux et croisa les siens, Claire sentit quelque chose se figer en elle. Il ne sourit pas mais ne détourna pas non plus le regard. Ce simple échange dura à peine quelques secondes, mais elle en sentit l'impact longtemps après. Elle reprit sa marche, l'air de rien, dissimulant son trouble derrière les gestes mécaniques du service. Autour d'elle, les conversations continuaient, la musique s'élevait doucement, les rires éclataient ici et là. Mais une tension invisible semblait retenir Étienne à son fauteuil, comme s'il attendait qu'on le délivre d'un rôle qu'il n'avait jamais voulu jouer. Claire se surprit à penser que peut-être, juste peut-être, il espérait qu'on ose le déranger. Et cette pensée la poursuivit toute la soirée. Elle n'en parla à personne. À quoi bon? Qui aurait écouté une domestique prétendant avoir compris ce qu'aucune des invitées n'avait su voir? Elle préféra garder cette impression pour elle, comme un secret précieux. Pourtant, au fond de son cœur, elle savait que cette nuit ne serait pas comme les autres. Quelque chose s'était mis en mouvement, quelque chose de fragile et de sincère, que ni la richesse ni les apparences ne pouvaient corrompre. Et tandis que les premières notes d'un morceau de valse résonnaient dans la salle, Claire, sans en avoir conscience, serrait un peu plus fort le plateau qu'elle tenait entre les mains. La musique se déroulait dans le grand salon du château, comme un long murmure habillé de notes délicates. Les invités glissaient lentement sur le parquet ancien, leurs pas ponctués par le cliquetis des verres de cristal et les chuchotements élégants. L'air portait une odeur mêlée de vin, de parfums précieux et de cire fraîchement appliquée. Claire, concentrée sur son service, naviguait entre les convives avec une grâce discrète, presque effacée. Mais malgré la précision de ses gestes et la cadence calme de son travail, ses yeux revenaient toujours vers le même coin de la pièce. Étienne Valois, assis dans un fauteuil de velours bordeaux légèrement en retrait, restait immobile comme une statue oubliée au milieu de l'agitation. Il ne regardait personne en particulier. Son regard, bien que vif, semblait s'attarder quelque part au-delà des murs. À plusieurs reprises, des femmes, vêtues de robes sublimes et portant des bijoux dont l'éclat n'avait rien à envier aux étoiles, s'étaient approchées avec des sourires maîtrisés. Chacune s'inclinait légèrement, murmurait quelques mots choisis, tendait une main ou proposait une danse. Mais à chaque fois, Étienne répondait par une inclinaison polie de la tête, un mot bref, parfois un sourire à peine esquissé, avant de détourner à nouveau le regard, imperturbable. Ce manège dura plus d'1 heure. Les visages changèrent, les propositions aussi, mais l'issue restait la même. Il ne dansait pas une seule fois. Ce refus constant ne semblait ni arrogant ni méprisant. Il ressemblait davantage à une forme de repli. Comme si, malgré les apparences et la richesse du décor, Étienne Valois n'avait jamais vraiment été là, au milieu de cette fête. Il était présent par le corps, absent par l'âme. Claire ne comprenait pas tout, mais elle sentait. Elle n'avait ni les mots, ni l'expérience sociale des invités, mais elle possédait cette sensibilité silencieuse propre à ceux qui observent, plus qu'ils ne parlent. Un instinct brut, façonné par les années passées à se rendre invisible, à écouter, sans intervenir. Et ce qu'elle ressentait en le regardant, c'était une tension muette, presque douloureuse, comme une corde tendue depuis trop longtemps. Une fois, alors qu'elle servait un groupe d'invités à quelques mètres de lui, elle sentit son regard. Ce n'était pas une simple observation, ni une curiosité distraite. Il la regardait vraiment, pas avec insistance, pas avec désir, mais avec une attention presque troublante. Claire leva légèrement les yeux. Leurs regards se croisèrent. Il ne détourna pas le sien. Ce contact fugitif, à peine quelques secondes, la déstabilisa plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle sentit son cœur accélérer sans raison apparente. Était-ce une coïncidence? Une illusion de sa part? Peut-être, mais ce regard-là, elle ne l'oublierait pas. De retour dans l'office, entre 2 services, elle prit quelques secondes pour reprendre son souffle. Une collègue lui lança une remarque sur la quantité de coupes à nettoyer. Claire répondit d'un signe de tête absent. Ses pensées étaient ailleurs, flottant autour de cette image. Cet homme immobile, entouré de luxe et de musique, regardant dans sa direction avec une intensité qu'elle ne s'expliquait pas. La soirée continuait, les danses se succédaient, les conversations se faisaient plus légères sous l'effet du vin et de l'heure tardive. Certains commençaient déjà à quitter les lieux, rassasiés de mondanité, mais Étienne n'avait pas bougé. Il refusait toujours chaque invitation. Il restait là, figé dans son silence,
comme si l'ombre qui l'habitait ne trouvait pas de repos dans cette lumière artificielle. Claire, en silence, se demanda ce qu'il pensait de tout cela. Avait-il vraiment souhaité cette fête? Était-ce une obligation, un caprice, un test? Et pourquoi rester si fermé, si distant, quand tout autour de lui cherchait à le séduire, à l'approuver, à l'attirer? Était-il si indifférent? Ou bien cherchait-il désespérément une issue que personne ne lui proposait? Elle ne pouvait s'empêcher de penser que ce regard échangé avait été plus qu'un simple hasard. Il y avait eu une lueur, une fracture dans la surface lisse de son visage. Quelque chose d'humain, peut-être même un appel. Pas un appel dramatique ou romantique, non, mais un simple besoin d'authenticité. Dans cette salle remplie de faux semblants et de sourires appris, Claire représentait l'unique élément sincère. Elle n'avait rien à offrir d'autre que sa vérité. Et peut-être était-ce cela précisément que ses yeux avaient reconnu chez lui. À mesure que l'heure avançait, la tension dans la pièce s'était transformée. Ce n'était plus une fête, c'était un théâtre. Et lui, au centre de tout, n'était pas l'acteur principal, mais le spectateur enfermé dans une pièce qui ne le concernait plus. Claire sentait cette étrangeté grandir en elle, ce besoin de comprendre, ce besoin de briser le sort. Quand elle passa à nouveau devant lui, elle remarqua un détail qu'elle n'avait pas vu plus tôt. Sa main posée sur la coudoir s'était légèrement refermée, comme si quelque chose en lui luttait contre l'immobilité. Et à cet instant précis, une idée folle lui traversa l'esprit, fugace mais brûlante. Et si elle, simple domestique, osait s'approcher? Pas pour danser, pas pour se faire voir, mais simplement pour répondre à ce regard qu'il lui avait offert, sans artifice, sans attente. Elle secoua la tête, repoussant l'idée. Ce serait déplacé, impensable. Il y avait des règles, des codes, une hiérarchie qu'elle n'avait pas le droit de franchir. Elle n'était personne ici, juste une ombre qui circulait entre les vivants. Mais l'image de ses yeux ne la quittait plus. Ce regard silencieux, presque suppliant, était-ce réel? Ou avait-elle projeté sur lui ses propres solitudes, ses propres manques? Tandis que les dernières mesures d'une mazurka s'élevaient sous les voûtes du salon, Claire réalisa que quelque chose avait changé. Pas dans la pièce, ni chez les autres invités. Quelque chose en elle. Une agitation douce, un frisson, un mouvement qu'elle ne contrôlait pas encore mais qu'elle ne pouvait plus ignorer. Il n'avait dansé avec personne, mais quelque part, dans le silence de ses gestes, il semblait avoir attendu qu'on l'invite autrement, pas par des mots, ni par des manières, par un regard franc, un geste simple, un pas humain au milieu de l'éclat. Et dans ce vacarme de silence, Claire comprit qu'elle ne pourrait pas faire comme si rien n'avait eu lieu. Le bal battait son plein. Les rires s'élevaient avec les bulles du champagne. Les robes tournaient, les visages s'échauffaient sous les lumières tamisées. Dans ce décor parfaitement orchestré, chacun semblait jouer un rôle qu'il avait répété 1000 fois. Les conversations se faisaient plus bruyantes, les regards plus insistants. Mais au milieu de tout cela, Étienne Valois restait comme figé dans un autre monde. Toujours assis dans son coin, il observait la salle avec une expression neutre. Mais Claire, elle voyait ce que d'autres ne voyaient pas. Une fatigue ancienne dans la manière dont ses épaules retombaient. Une mélancolie discrète dans ses paupières légèrement plissées. Il ne rejetait pas le monde qui tournait autour de lui, il s'en protégeait, comme s'il savait que ce monde n'était pas fait pour lui. Claire, debout non loin de là, tenait un plateau vide entre les mains. Elle n'avait plus rien à servir, et pourtant, elle restait là, droite, l'air de chercher son prochain mouvement. Ce n'était pas le travail qui la retenait. C'était ce regard encore une fois posé sur elle, cette tension dans l'air, ce fil invisible entre elle et cet homme que tout le monde craignait d'approcher autrement que par convenance. Un fil qu'elle seule semblait voir, mais qu'elle sentait de plus en plus nettement à chaque seconde qui passait. Elle n'avait rien prévu. Aucune pensée rationnelle ne justifiait ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle-même ne se comprenait pas. Et pourtant, son corps bougea avant qu'elle n'ait pu l'arrêter. Elle posa le plateau sur une table, lissa machinalement sa jupe noire, releva légèrement le menton et avança. Chaque pas qu'elle faisait semblait alourdi par le silence, non pas celui de la pièce, mais celui de ses propres certitudes, qui soudainement s'effondraient. Elle, Claire Moreau, employée de maison depuis 5 ans, avançait au milieu de robes de haute couture et de conversations mielleuses, sans invitation, sans permission. Les convives la virent passer, certains avec de l'étonnement, d'autres avec de la condescendance. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle avait les yeux fixés sur lui.
Étienne ne bougea pas. Il la vit venir, cela ne faisait aucun doute, mais il ne détourna pas les yeux. Son visage resta impassible, mais ses doigts se crispèrent légèrement sur l'accoudoir, comme si une tension venait de traverser son corps entier. Claire s'arrêta devant lui. Pendant une seconde qui sembla suspendue, personne ne comprit ce qui se passait. La musique continuait, les danseurs tournaient encore, mais un vide s'était créé autour d'eux, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Claire ne dit pas grand-chose. Elle ne savait pas quoi dire. Il n'y avait pas de formule, pas de manière polie de faire ce qu'elle faisait. Alors elle tendit simplement la main. Elle ne tremblait pas. Elle ne souriait pas non plus. Elle n'avait dans son regard aucune trace de séduction, seulement une honnêteté nue, brute, désarmante, un appel silencieux, une invitation, pas à danser, mais à respirer. Étienne la regarda, longuement. Il n'y avait pas de surprise dans ses yeux, comme s'il l'avait attendu, comme s'il savait que cela arriverait. Puis, lentement, il se leva, sans un mot, sans hésitation. Il prit sa main dans la sienne, doucement, avec une délicatesse qu'on n'aurait pas attendue d'un homme tel que lui. La salle se figea. Les conversations s'arrêtèrent comme par enchantement. Un silence total s'abattit sur la pièce. Même la musique sembla s'éclipser un instant. Tous les regards étaient tournés vers eux. L'homme qui avait refusé toutes les danses, toutes les approches, venait de se lever pour répondre à une domestique. Ils avancèrent ensemble jusqu'à la piste, sans dire un mot. Il ne lui demanda pas son nom. Elle ne lui demanda pas pourquoi. Il posa une main légère sur sa taille, elle posa la sienne sur son épaule. La musique reprit lentement, comme si elle avait attendu ce moment pour retrouver son souffle. Et alors, ils commencèrent à danser. Ce n'était pas une danse technique, ni une performance. Ce n'était pas une démonstration, c'était un échange, un dialogue muet. Chaque pas était une réponse, chaque mouvement, une confidence. Étienne, que personne n'avait jamais vu sourire dans ce genre de contexte, esquissa un rictus presque imperceptible, mais sincère. Claire, elle, se laissait porter sans chercher à guider ni à suivre. Ils n'avaient jamais dansé ensemble, ils ne s'étaient jamais parlé. Mais tout semblait couler de source, comme si leur corps se souvenait d'une langue oubliée que leur bouche ne connaissait pas. Les invités restaient figés, partagés entre l'étonnement, la gêne et une forme d'admiration silencieuse. Personne n'osait interrompre ce moment. La piste de danse, pourtant conçue pour accueillir des dizaines de couples, n'en abritait qu'un seul. Et dans cet espace vide autour d'eux, quelque chose d'inédit naissait. La reconnaissance mutuelle de deux solitudes qui, pour la première fois, trouvaient une réponse dans l'autre. La musique ralentit. La danse toucha à sa fin. Étienne s'écarta légèrement, toujours sans un mot, et inclina la tête. Claire le remercia d'un regard. Elle ne fit aucune révérence, aucun geste cérémonial. Elle se contenta de reculer d'un pas, puis d'un autre, avant de disparaître lentement parmi les autres, comme si elle n'avait jamais été là. Mais les murmures commencèrent à se répandre dans la salle. Les regards se multipliaient, les questions naissaient. Qui était-elle? Pourquoi elle? Était-ce une provocation? Un caprice? Une stratégie? Chacun cherchait une explication rationnelle à ce qu'ils venèrent de voir, incapable d'accepter que peut-être cela n'avait rien de stratégique, que c'était simplement humain. Étienne, quant à lui, ne retourna pas immédiatement à son fauteuil. Il resta debout un instant, les mains croisées dans le dos, le regard perdu quelque part entre les colonnes du salon. Il ne regardait pas Claire, du moins pas visiblement. Mais on sentait que quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus aussi fermé, plus aussi absent, et s'il ne souriait toujours pas pleinement, ses traits n'étaient plus aussi tendus. Il respirait différemment, comme si, pendant quelques minutes, quelqu'un lui avait rendu le droit d'exister autrement. Claire, dans l'office, tentait de reprendre son calme. Personne ne lui parla ni pour la féliciter, ni pour la juger. Il y avait comme une stupeur générale. Elle, cependant, n'avait pas peur. Elle ne regrettait rien. Ce qu'elle avait fait n'était ni prémédité ni impulsif. C'était une nécessité, un appel intérieur qu'elle n'avait plus pu contenir. Et dans ce geste, elle avait peut-être plus dit qu'avec 1000 mots. Ce soir-là, quelque chose s'était ouvert. Pas une histoire, pas encore, mais une porte, une faille, une possibilité. Et dans le regard d'Étienne Valois, elle avait vu, pour la première fois, un homme, pas un milliardaire, pas un patron, un homme seul, fatigué, mais vivant. Et cela suffisait, pour l'instant.
Le lendemain matin, le domaine de Montreuil s'éveilla dans un calme étrange, comme si les murs eux-mêmes murmuraient encore ce qu'ils avaient vu la veille. La réception, pourtant réussie sur tous les plans logistiques, n'avait laissé dans les esprits qu'une seule image, celle de Claire Moreau, domestique sans fortune ni titre, dansant au centre du salon avec Étienne Valois, l'homme que personne n'avait jamais vu esquisser un pas sur une piste. Les conversations entre les membres du personnel furent brèves, souvent entrecoupées de silences lourds de sous-entendus. Certains parlaient de folie, d'autres de provocation, et quelques-uns, plus silencieux encore, d'admiration. Mais tous savaient que rien ne serait plus tout à fait comme avant. Claire, quant à elle, s'était levée plus tôt que d'habitude. Elle avait à peine dormi. Non pas à cause de l'agitation, ni même de la peur des conséquences, mais à cause d'un sentiment nouveau, inexplicable, un mélange de trouble, d'apaisement et d'inquiétude douce. Elle avait dansé avec lui, sans calcul, sans attente. Ce moment avait été réel, brut, sincère. Mais maintenant que le silence s'était réinstallé, elle ne savait plus quoi en penser. Était-ce un simple écart, un geste spontané sans lendemain, ou bien un point de départ, quelque chose qui lentement changerait la trajectoire de deux existences trop longtemps figées? Elle reprit son service comme à l'accoutumée. Pas un mot n'échappa à ses lèvres à propos de la veille. Elle répondit avec son calme habituel, nettoya les couverts, prépara les chambres d'invités encore occupées, puis descendit dans les jardins pour aider à la réorganisation des espaces extérieurs. Mais tout en accomplissant ses tâches, une scène ne cessait de tourner dans sa tête. Ce moment où il avait posé sa main sur la sienne, avec une douceur presque douloureuse. Ce regard, à la fois vide et plein, qu'il avait traversé sans chercher à la dominer. Dans la matinée, alors qu'elle revenait au château pour déposer des draps propres dans les réserves, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte de sa chambre. Une enveloppe crème, sans nom imprimé, simplement fermée par un cachet de cire. Son cœur se mit à battre plus fort. Elle la prit avec précaution, l'ouvrit lentement et lut. La lettre était courte, écrite à la main, en une écriture élégante, précise. Étienne Valois la remerciait pour la danse de la veille. Il écrivait qu'il n'était pas un homme de fête, ni de gestes spontanés, mais que ce moment avait eu pour lui une signification qu'il n'aurait jamais su provoquer seul. Il lui proposait une promenade dans les vignes, ce soir-là, au coucher du soleil. Pas une invitation formelle, pas une exigence, simplement un souhait. Si elle acceptait, il l'attendrait près de la Grande Serre, à 19h. Claire resta un moment immobile, la lettre dans les mains, incapable de bouger. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une illusion. Il avait ressenti, lui aussi, quelque chose. Elle n'était pas folle d'avoir cru qu'un lien s'était créé dans ce court instant suspendu. Mais que faire maintenant? Y aller, c'était accepter de franchir une nouvelle limite. Refuser, c'était peut-être renoncer à quelque chose d'unique. Le reste de la journée passa au ralenti. Le ciel s'était couvert d'une légère brume d'hiver, rendant les collines plus pâles, presque irréelles. À 18h40, Claire se tenait devant son miroir, vêtue simplement d'un pull crème et d'un pantalon foncé. Elle n'avait rien de sophistiqué. Elle ne voulait pas tricher. Elle sortit sans prévenir personne, ses pas la menant naturellement vers les serres, comme si le chemin avait toujours existé. Étienne était là, debout près de la grille en fer forgé, les mains dans les poches, regardant les ceps endormis sous la lumière tombante. Lorsqu'il l'aperçut, il ne bougea pas tout de suite. Il attendit qu'elle soit près de lui, puis hocha légèrement la tête. Aucun mot ne fut échangé pendant les premières minutes. Ils commencèrent à marcher côte à côte, leurs pas crissant doucement sur le gravier. La lumière du soleil couchant dessinait des ombres longues et dorées sur les rangées de vignes. Ce fut lui qui parla en premier. Il dit qu'il n'aimait pas les fêtes, qu'il y assistait par obligation pour rassurer les autres. Il avoua que danser lui semblait être une absurdité sociale, un rituel creux, jusqu'à la veille. Il ajouta qu'il avait senti, pendant la danse, une forme de paix qu'il croyait perdue depuis longtemps. Ce n'était pas le mouvement qui l'avait touché, mais le silence entre les pas. Le fait qu'elle ne cherchait rien à prouver, qu'elle existait simplement, là, sans chercher à s'imposer. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle écoutait, surprise par la sincérité de ses mots. Elle comprit alors que ce qu'elle avait ressenti n'était pas un mirage. Elle lui dit qu'elle ne comprenait pas exactement pourquoi elle s'était avancée vers lui, mais que quelque chose en elle avait reconnu une solitude qui lui ressemblait. Elle ajouta que,
Pendant cette danse, elle avait cessé de se sentir à sa place, ou non. Elle avait juste été là. Le chemin les mena jusqu'à un vieux muret face aux vignes. Ils s'y assirent. Le silence revint, mais cette fois, il n'était pas pesant. Il était doux, complice. Étienne finit par se tourner vers elle. Il lui demanda si elle aimerait participer au projet de rénovation du domaine, non pas comme domestique, mais comme assistante. Il avait vu en elle une forme de regard neuf, une sensibilité qu'il jugeait précieuse. Il voulait changer certaines choses dans la gestion du lieu, ouvrir le domaine à d'autres usages, à d'autres publics. Il avait besoin d'un regard extérieur, honnête. Il lui proposait un poste qu'aucun CV ne pouvait justifier, mais que sa présence, hier soir, rendait évident. Claire sentit le monde vaciller un instant. C'était insensé. Une domestique propulsée dans un rôle d'assistante auprès du propriétaire? Elle pensa à ce que les autres diraient, à ce que cela impliquerait, aux jalousies, aux tensions, mais elle pensa aussi à ce qu'elle ressentait à cet instant précis, une clarté rare. Ce n'était pas une proposition romantique, c'était une main tendue vers une nouvelle vie, une confiance accordée. Elle ne donna pas de réponse ce soir-là. Étienne le comprit. Il ne demanda rien de plus. Ils restèrent là encore quelques minutes, observant le soleil disparaître derrière les collines. Puis ils reprirent le chemin du retour. Arrivé devant la serre, il la salua d'un simple « merci », sincère, puis s'éloigna sans se retourner. Claire resta seule quelques instants. Elle leva les yeux vers le ciel devenu indigo. Tout en elle bouillonnait. Il ne s'agissait plus de savoir si elle était à sa place. Il s'agissait de choisir ce qu'elle voulait faire de ce pas qui avait changé quelque chose. Ce pas vers lui, ce pas vers elle-même. Les jours qui suivirent la promenade dans les vignes furent empreints d'un calme étrange, presque suspendu. Claire, bien qu'encore officiellement domestique, sentait autour d'elle les contours de sa réalité se modifier subtilement. Rien, à première vue, n'avait changé dans ses fonctions. Elle continuait à se lever avant l'aube, à s'occuper des chambres, à nettoyer les salons, à porter des plateaux de thé, à passer inaperçue dans les couloirs. Mais en elle, tout avait changé. Elle portait désormais un secret, une proposition, un pont tendu entre deux mondes que tout en apparence opposait, un pas vers l'inconnu et pourtant étrangement familier. Elle n'avait parlé à personne de la lettre d'Étienne ni de leur promenade. Non pas par honte ou peur, mais parce qu'il s'agissait d'un espace à part, qu'elle voulait préserver du tumulte et des jugements. Les couloirs du château, d'habitude si prévisibles, semblaient maintenant chargés d'un autre poids, celui du choix. Elle devait décider, accepter ou refuser. Mais chaque jour qui passait sans réponse de sa part lui montrait que le silence n'était pas une fuite. C'était déjà un début de transformation. Étienne, fidèle à lui-même, ne la relança pas. Il ne fit aucun commentaire. Il ne tenta pas de forcer son choix. Mais à 2 reprises, elle le croisa dans les jardins et à chaque fois, leurs regards se trouvèrent brièvement, sans besoin de mots. Il ne cherchait pas à influencer. Il attendait. Et ce respect silencieux touchait Claire plus que n'importe quelle insistance. Un matin, alors qu'elle s'occupait de l'inventaire de la lingerie, elle fut appelée discrètement dans le bureau de la gouvernante. Celle-ci lui tendit une lettre pliée, sans en dire un mot, mais son regard trahissait une curiosité contenue. La lettre portait le même papier crème que la première. Claire la reconnut aussitôt. Elle l'ouvrit seule, dans le petit coin de repos près des cuisines. Il s'agissait d'un court message manuscrit d'Étienne. Il l'informait qu'il tiendrait une réunion privée avec les architectes responsables des rénovations de la propriété et il aimerait qu'elle y assiste. Non comme domestique, mais comme observatrice libre, pour donner son avis, poser des questions, suggérer des idées. Il précisait que sa présence n'impliquait aucun engagement, mais qu'il pensait sincèrement que son regard pouvait enrichir le projet. Il conclut la lettre par une phrase simple, presque déconcertante. « Si vous ne venez pas, je comprendrai. Mais si vous venez, alors nous parlerons comme 2 égaux. » Claire sentit ses doigts trembler en repliant la feuille. Ce n'était pas une convocation, c'était une porte ouverte. Elle relut la lettre 3 fois avant de se décider, l'envie de comprendre ce qui se passait vraiment en elle, l'envie d'exister au-delà de ses fonctions habituelles, l'envie de se découvrir capable de plus. Elle décida d'y aller. Le lendemain matin, vêtue simplement mais proprement, les cheveux attachés en un chignon sobre, elle se présenta à la petite salle de réunion à l'heure exacte. 3 hommes et une femme,
tous habillés avec élégance mais sans ostentation, étaient déjà présents. Ils la regardèrent en silence lorsqu'elle entra. Étienne se leva à son arrivée et lui fit un discret signe de tête qu'elle lui rendit sans mots. Il lui désigna une chaise libre à sa droite. La réunion commença rapidement. Les plans étaient étalés sur une grande table. On parlait de rénovation, de structures anciennes, de respect du patrimoine, mais aussi de modernisation écologique. Étienne écoutait attentivement, intervenant parfois d'une voix calme mais ferme. Après environ 30 minutes, il se tourna vers Claire et lui demanda ce qu'elle pensait de l'idée de transformer une partie des dépendances en chambres d'hôtes haut de gamme. Elle répondit honnêtement. Elle parla de l'âme du lieu, de ce que ressentaient les visiteurs en arrivant, de la nécessité de ne pas trop lisser les imperfections qui faisaient le charme du domaine. À sa grande surprise, les architectes prirent ces remarques avec sérieux. Ils posèrent des questions. Elle répondit du mieux qu'elle pouvait, consciente de ses limites, mais sans jamais feindre ce qu'elle ignorait. Elle parla avec franchise, sans chercher à impressionner. Et au fil des échanges, elle sentit que sa présence n'était pas une anomalie. Elle devenait utile. Loin de sa chambre de service, loin des draps à plier, elle était écoutée. Quand la réunion se termina, Étienne lui demanda de rester quelques instants. Les autres sortirent, saluant respectueusement. Lorsqu'ils furent seuls, il lui offrit une tasse de thé. Le geste, anodin en apparence, avait pour Claire une portée énorme. Il reconnaissait son humanité. Il lui parla sans détour. Il expliqua qu'il n'avait jamais pensé confier ce genre de responsabilité à quelqu'un n'ayant pas un parcours académique traditionnel. Mais il croyait que les lieux anciens, chargés d'histoires humaines, méritaient d'être pensés avec des regards vivants, enracinés dans la réalité. Il voyait en elle une capacité rare à ressentir les lieux, à comprendre les gens sans les juger. Il lui proposait donc officiellement de devenir son assistante dans le projet de réinvention du domaine. Il savait que cela entraînerait des réactions. Il savait aussi qu'elle aurait besoin de temps. Mais il lui demandait une chose, ne pas prendre sa décision par peur. Claire écouta, touchée par la clarté et le respect dans ses mots. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle demanda une journée pour réfléchir. Étienne accepta, comme toujours, sans pression. Ce soir-là, seule dans sa chambre, elle regarda longuement par la fenêtre. La cour était vide. Le silence du château, si familier, semblait maintenant chargé de promesses. Elle pensa à tout ce qu'elle risquait. Le rejet, l'isolement, la jalousie. Mais elle pensa aussi à tout ce qu'elle pouvait construire. Un rôle à sa mesure, une place trouvée, non imposée. Elle comprit que la peur de franchir la ligne venait surtout du fait qu'elle n'avait jamais cru possible que cette ligne soit franchissable. Or, quelqu'un enfin la lui ouvrait, non par pitié, non par désir, mais par confiance. Et cette confiance, elle ne voulait pas la trahir. Claire accepta. Après une nuit sans sommeil, passée à écouter le vent frôler les volets de sa chambre et les questions tourner sans répit dans son esprit, elle descendit au petit matin et demanda à parler à Étienne. Il la reçut dans la bibliothèque, une pièce qu'il n'ouvrait que rarement aux autres. La lumière du jour filtrait à travers les vitraux anciens, dessinant des éclats de couleurs sur les murs en pierre. Claire resta debout, droite, les mains jointes devant elle, le cœur serré. Elle ne tenta pas de s'expliquer longuement. Elle prononça simplement les mots qu'elle avait mûris toute la nuit. « J'accepte, mais je veux garder mon identité. Je ne veux pas devenir quelqu'un d'autre pour entrer dans un rôle. » Étienne hocha la tête. Il ne demanda rien de plus. Son regard trahissait une satisfaction discrète, mais profonde. Il lui expliqua qu'il ferait les démarches nécessaires pour officialiser son nouveau poste dans les jours suivants. Elle assisterait désormais aux réunions de projet, pourrait proposer des idées, rencontrer les fournisseurs, superviser les espaces en rénovation. Ce ne serait pas un poste d'assistante administrative, ni de secrétaire, mais un rôle hybride, tourné vers la gestion humaine du lieu. Son intuition, sa connaissance du domaine, sa capacité d'écoute seraient ses outils principaux. Elle ne porterait plus l'uniforme de domestique. Elle aurait un bureau, un salaire ajusté, une nouvelle place. Les jours qui suivirent furent à la fois exaltants et éprouvants. Claire entra dans un monde qu'elle n'avait jamais connu. Elle apprit vite, observant, posant des questions, s'imprégnant des nouvelles responsabilités avec une humilité rare. Étienne lui parlait souvent à la fin des réunions, non plus comme un supérieur mais comme un partenaire. Il cherchait ses avis, ses intuitions, la consultait avant de prendre certaines décisions. Il ne la traitait pas comme une employée qu'on voulait récompenser,
mais comme une alliée. Mais ce que Claire n'avait pas pleinement anticipé, c'était le regard des autres. Dès que la nouvelle de sa nomination se répandit parmi le personnel, les premiers signes de tension apparurent. Des remarques murmurées dans les couloirs, des silences prolongés lorsqu'elle entrait dans une pièce, des sourires figés, forcés. On disait qu'elle avait charmé le patron, qu'elle n'était qu'une domestique montée trop vite, que cette promotion n'avait rien à voir avec ses compétences. Certaines personnes avec qui elle avait travaillé côte à côte pendant des années cessèrent de lui parler. D'autres se contentèrent de la saluer froidement. Elle n'était plus l'une des leurs, sans être non plus complètement acceptée par les équipes de direction. Elle se retrouvait entre deux mondes, sans véritable ancrage. Elle tenta de garder le cap. Elle se concentra sur son travail, sur les rénovations, sur les projets qu'elle voulait porter. Mais chaque jour, les regards devenaient plus lourds. Elle ressentait l'isolement monter lentement, comme une marée inévitable. Même les tâches les plus simples se teintaient désormais d'une méfiance silencieuse. Lorsqu'elle entrait dans les cuisines, les conversations cessaient. Lorsqu'elle passait dans les couloirs, elle entendait son prénom chuchoter à voix basse. Et le plus douloureux, les personnes qu'elle considérait comme amies évitaient désormais son regard. Elle tenta d'en parler à Étienne. Il l'écouta en silence, puis lui répondit avec une honnêteté rare. Il savait que cette situation arriverait. Il savait que le changement, surtout lorsqu'il bousculait les hiérarchies établies, provoquait des résistances. Mais il lui rappela pourquoi il l'avait choisie. Pas pour faire plaisir, pas pour provoquer, mais parce qu'elle avait quelque chose d'unique, une manière d'être juste. Il l'encouragea à ne pas céder, à ne pas se laisser déformer par la pression. Il ajouta qu'avec le temps, les actes parleraient plus fort que les murmures. Mais les murmures ne s'arrêtèrent pas. Un après-midi, alors qu'elle supervisait l'avancement des travaux dans une aile du domaine, un ouvrier lui demanda, d'un ton teinté d'ironie, si elle comptait refaire la décoration selon ses goûts de servante. La remarque, prononcée devant d'autres travailleurs, provoqua des rires étouffés. Claire ne répondit pas. Elle se contenta de noter l'incident, mais un malaise persista. Ce n'était pas une simple moquerie, c'était un avertissement. Elle n'était pas la bienvenue dans ce rôle. Le soir même, elle retourna dans sa chambre, s'assit sur le lit et laissa le silence envahir la pièce. Elle se demanda si elle avait fait une erreur, si elle avait été naïve de croire qu'un geste sincère pouvait vraiment tout changer. Elle n'avait jamais cherché le pouvoir, ni la reconnaissance. Elle voulait seulement exister pleinement, sans masque. Mais à cet instant, elle se sentit piégée, comme entre deux miroirs qui ne reflétaient ni son passé ni son avenir. Et pourtant, au fond d'elle, une certitude demeurait. Elle n'avait pas volé sa place. Elle l'avait gagnée par ce qu'elle était. Pas par ruse, pas par stratégie. Elle avait dansé avec un homme qui, ce soir-là, avait vu en elle une lumière que personne d'autre ne regardait. Et cette lumière, elle ne devait pas l'éteindre pour apaiser les autres. Les jours suivants, elle reprit son travail avec encore plus de rigueur. Elle évita les conflits, mais ne baissa pas les yeux. Elle commença à noter ses idées, à structurer ses propositions, à défendre ses choix dans les réunions. Elle ne chercha pas à convaincre par des mots, mais par la constance, par l'exactitude. Elle savait que certains regards ne changeraient jamais, mais elle ne voulait plus dépendre de l'approbation des autres pour avancer. Ce fut alors que les premiers signes d'une opposition plus sourde émergèrent. Une rumeur, discrète d'abord puis plus insistante, commença à circuler. On disait que Claire profitait de sa proximité avec Étienne pour obtenir des avantages, que ses décisions sur les rénovations masquaient des intérêts personnels, qu'elle manipulait les chiffres, les budgets. Les accusations n'étaient pas formulées clairement, mais leur poison se répandait lentement. Claire comprit que ce n'était plus une simple jalousie, c'était une volonté de la faire tomber. Et elle savait que si elle ne réagissait pas vite, tout ce qu'elle avait construit pouvait s'effondrer. Les journées au domaine de Montreuil devenaient de plus en plus lourdes à supporter pour Claire. Ce qui avait commencé comme une promesse de renouveau personnel se transformait peu à peu en un chemin semé d'embûches invisibles, mais d'une cruauté constante. Depuis qu'elle avait accepté le rôle proposé par Étienne, la réalité du château s'était modifiée autour d'elle. Elle n'était plus regardée comme une simple domestique, ni encore vraiment perçue comme une gestionnaire. Elle évoluait dans un entre-deux fragile, constamment scrutée, jugée à demi-mot, examinée à travers des filtres biaisés par les préjugés. Dans les couloirs,
Les anciens collègues évitaient désormais de croiser son regard. Certains prenaient des détours évidents pour ne pas passer à côté d'elle. Les conversations s'interrompaient dès qu'elle apparaissait, et les sourires qu'on lui adressait n'avaient plus rien de sincère. Plus troublante encore, elle remarqua que plusieurs de ses suggestions dans les réunions étaient systématiquement remises en question par des membres du personnel qui, jusque-là, ne s'étaient jamais opposés à elle. Chaque initiative, chaque proposition semblait devenir une provocation, comme si, par sa simple présence, elle devenait une offense. Claire tenta au début de minimiser ses tensions. Elle se disait que tout cela passerait, que les résistances n'étaient que les derniers sursauts d'un système ancien qui refusait de se réinventer. Mais très vite, elle comprit que cette hostilité n'était pas anodine. Elle était nourrie, encouragée. Quelqu'un ou quelque chose l'alimentait de façon insidieuse, et elle en voyait désormais les effets directs. Lors d'une réunion technique, alors qu'elle proposait une modification dans la disposition des chambres d'hôtes pour préserver une partie du jardin intérieur, l'architecte principal lui répondit sèchement qu'elle n'avait pas les compétences nécessaires pour comprendre les implications structurelles d'une telle décision. Étienne ne réagit pas immédiatement, surpris lui aussi par la virulence du ton, mais Claire sentit dans la salle une tension presque palpable. On attendait qu'elle flanche, qu'elle baisse les yeux, qu'elle recule. Elle ne le fit pas. Elle défendit calmement son point de vue, arguant qu'elle parlait en tant qu'observatrice du lieu, qu'elle connaissait les usages et les flux mieux que quiconque, ayant passé 5 ans à arpenter chaque recoin du domaine. Elle insista sur l'importance de préserver l'identité du lieu, non pas en s'opposant à la modernisation, mais en la guidant. Étienne, après un instant, valida sa suggestion. La réunion se poursuivit, mais le message était clair. Claire ne serait pas écartée aussi facilement, mais à partir de ce jour, les signes d'une campagne plus organisée devinrent évidents. Des documents qu'elle demandait n'arrivaient plus. Des rendez-vous étaient déplacés sans qu'elle soit informée. Des décisions prises en son absence étaient communiquées comme si elle les avait validées. Elle retrouvait parfois son bureau légèrement déplacé, ses dossiers mal rangés, ses notes mélangées. Rien de directement condamnable, rien de suffisamment concret pour qu'elle puisse accuser quelqu'un. Mais elle savait, elle sentait. Et derrière tout cela, il y avait quelque chose de plus précis, une jalousie. Pas seulement envers sa fonction, mais envers sa relation avec Étienne. Une complicité que personne n'expliquait et que beaucoup interprétaient à leur manière. Certains murmuraient qu'elle avait su séduire pour gravir les échelons. D'autres parlaient d'ambition masquée sous une fausse modestie. Mais le plus dérangeant, c'était qu'on commençait à l'isoler non seulement dans le travail, mais aussi dans les moments informels. Les repas, les pauses, les échanges simples du quotidien, tout devenait distant, calculé. Elle n'était plus simplement une intruse, elle était devenue une cible. Un soir, en rangeant un meuble dans l'aile nord, elle surprit une conversation entre 2 employés de longue date. Elle parlait d'elle sans savoir qu'elle se trouvait à quelques pas. Elle disait qu'elle ne durerait pas, que les choses reviendraient à la normale une fois qu'Étienne se lasserait d'elle. L'une d'elles affirma même avoir entendu dire que Claire manipulait les finances du projet à son avantage. Claire, figée dans l'ombre du couloir, sentit un frisson la traverser. Elle ne pleura pas. Mais en rentrant chez elle ce soir-là, elle comprit que la bataille avait changé de nature. Le lendemain matin, en consultant les relevés budgétaires des travaux, elle découvrit un document qui ne correspondait à rien de ce qu'elle avait validé. Une note de frais inhabituelle, attribuée à son nom, concernant une commande de matériaux qu'elle n'avait jamais passée. Elle en parla immédiatement au comptable, qui sembla embarrassé. Il dit que le document lui était parvenu signé, que tout semblait en ordre. Claire demanda à voir la signature. Elle la reconnut immédiatement. C'était une imitation grossière de la sienne, mais assez crédible pour passer un contrôle rapide. Elle resta un moment devant le papier, les doigts posés sur le coin supérieur, le regard fixe. Ce n'était plus seulement de la jalousie. C'était une tentative de sabotage. On cherchait à la faire tomber. Elle prit une grande inspiration et demanda au comptable s'il pouvait lui fournir une copie de tous les mouvements financiers récents associés à son nom. Il accepta, visiblement gêné. Elle passa l'après-midi enfermée dans son bureau à tout analyser. Il y avait plusieurs anomalies. Des montants ajoutés sans justificatif. Des lignes modifiées. Toujours de petites choses, jamais assez pour alerter un audit,
mais suffisamment nombreuses pour créer une suspicion en cas de vérification. Le soir venu, elle se rendit dans le bureau d'Étienne. Il l'accueillit avec son calme habituel, mais lorsqu'elle lui exposa ce qu'elle avait découvert, il se raidit. Il écouta en silence, puis prit les documents qu'elle lui tendait. Il examina chaque page avec une attention rigoureuse. Lorsqu'il releva les yeux, Claire vit dans son regard une inquiétude qu'elle ne lui connaissait pas. Il la remercia pour sa vigilance et lui promit de faire la lumière sur cette affaire. Mais elle sentit que quelque chose s'était brisé. Non pas entre eux, mais dans la manière dont leur collaboration serait désormais perçue. Claire quitta le bureau sans mot. En traversant le couloir désert, elle sentit le poids de la solitude plus fort que jamais. Elle n'avait pas peur de perdre son poste. Elle avait peur que cette guerre souterraine n'étouffe ce qu'elle et Étienne avaient commencé à construire ensemble. Elle savait que pour survivre, elle devrait aller plus loin, débusquer la source, trouver le visage derrière la rumeur et surtout, prouver qu'elle n'avait jamais triché. Elle n'avait pas encore toutes les réponses, mais elle savait où commencer à chercher. Les jours suivants furent les plus éprouvants que Claire ait connus depuis son arrivée au domaine de Montreuil. Chaque matin, elle se réveillait avec le sentiment d'entrer dans un champ de bataille invisible, un lieu où les gestes les plus simples étaient scrutés, interprétés, parfois même déformés. Depuis qu'elle avait découvert les anomalies dans les relevés financiers, elle n'avait plus de doute. Quelqu'un au sein du domaine cherchait sciemment à nuire à sa réputation et, à travers elle, à fragiliser la transformation que tentait d'impulser Étienne. La tension était devenue si dense qu'elle semblait s'infiltrer dans les pierres mêmes du château. Les soupçons, bien que jamais exprimés à voix haute, étaient de plus en plus visibles. On la saluait à peine. Les regards se détournaient. Certaines réunions se tenaient sans qu'elle en soit informée. Une atmosphère de suspicion s'installait peu à peu, discrète mais constante. Claire comprit alors que l'attaque n'était pas seulement une question de chiffres ou de documents falsifiés. On voulait l'isoler, la pousser à la faute, à l'erreur au départ. La stratégie était sournoise, l'asphyxier doucement jusqu'à ce qu'elle renonce d'elle-même. Un matin, elle fut convoquée par Étienne dans son bureau. Elle y entra les épaules droites, le regard ferme mais intérieurement, elle sentait son cœur battre à tout rompre. Il n'était pas seul. À sa droite, un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, vêtu d'un costume strict, tenait un dossier entre les mains. Étienne la salua sobrement, puis lui présenta l'homme, un auditeur envoyé par l'un des associés du projet, préoccupé par les récentes rumeurs circulant autour de la gestion des fonds. Claire prit place sans trembler. L'auditeur ouvrit le dossier et commença à lui poser des questions. Le ton était poli mais précis, méthodique. Il l'interrogea sur plusieurs dépenses spécifiques, sur les validations électroniques, sur les bons de commande. Elle répondit point par point, sans détour, en donnant toutes les informations dont elle disposait. À aucun moment elle ne tenta de se justifier. Elle savait que toute défense précipitée ne ferait que renforcer les soupçons. Elle se contenta d'exposer les faits, avec la clarté de quelqu'un qui n'a rien à cacher. Étienne resta silencieux durant l'échange, le regard rivé sur le dossier. Lorsqu'il prit la parole, ce fut pour demander à l'auditeur s'il pouvait fournir les copies exactes des documents suspects ainsi que l'origine des signatures mises en cause. L'homme hocha la tête et sortit plusieurs feuillets du dossier. Claire les prit, les examina un à un. La première chose qui lui sauta aux yeux fut l'irrégularité dans le format de certains en-têtes. Des détails subtils mais révélateurs, une typographie légèrement différente, des espacements inhabituels. Elle remarqua également que certaines signatures avaient été scannées et copiées, avec une légère déformation dans l'alignement. Elle leva les yeux vers Étienne. Il comprit immédiatement. Il n'avait pas affaire à une erreur. C'était un montage, calculé, habilement exécuté, mais pas assez pour échapper à une analyse attentive. L'auditeur, surpris par ces observations, commença à examiner lui aussi les documents plus en détail. Il admit que ces irrégularités méritaient une investigation approfondie. Étienne demanda alors que l'on bloque immédiatement toutes les opérations liées au compte central de rénovation, le temps de faire la lumière sur les faits. Claire, elle, demanda une copie de tous les accès autorisés au logiciel de gestion du domaine au cours du dernier mois. Elle était désormais déterminée à remonter à la source. En fin de journée, elle se rendit au service comptable et sollicita l'aide de Jérôme, un employé discret mais réputé pour son intégrité. Elle lui expliqua la situation avec prudence, sans accusation directe.
Jérôme accepta de l'aider. Ensemble, ils passèrent des heures à analyser les accès, les heures de modification, les adresses IP enregistrées. Ce travail minutieux finit par révéler une information capitale. Plusieurs accès avaient été effectués depuis le même terminal, mais sous des identifiants différents. L'un d'eux, attribué à Claire, était utilisé à des horaires où elle se trouvait ailleurs, prouvable grâce à des enregistrements de badges et de caméras. Claire sentit la colère monter en elle. Pas une colère explosive, mais une tension froide, rationnelle. Quelqu'un utilisait son nom, son rôle, sa signature pour l'accuser en silence. Et ce quelqu'un avait probablement accès à l'intérieur du système. Cela ne pouvait pas être un simple employé de passage. Il fallait une connaissance précise du fonctionnement du logiciel, un accès privilégié, voire une position d'autorité. Le lendemain, elle retourna voir Étienne avec Jérôme. Ils lui présentèrent les preuves. Il les écouta sans les interrompre, parcourut les documents, demanda des précisions. Lorsqu'il leva les yeux, son visage était fermé. Il remercia Jérôme, lui demanda de garder le silence sur ce qu'il avait découvert et lui assura que des mesures seraient prises rapidement. Claire, quant à elle, resta seule un instant dans la pièce. Étienne l'observa. Il s'excusa. Ce simple mot, si rare dans la bouche d'un homme de son envergure, résonna puissamment. Il lui dit qu'il se sentait responsable, qu'il aurait dû prévoir que des résistances de cette ampleur émergeraient, qu'il aurait dû mieux la protéger. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle était encore sous le choc, non pas d'avoir été accusée, mais d'avoir été crue capable de trahison. Ce n'était pas la tentative de sabotage qui la blessait le plus. C'était l'idée que peut-être certains avaient espéré sa chute, l'avaient attendue, avaient jubilé à l'idée qu'elle serait discréditée. Mais elle n'était pas tombée. Pas cette fois. Étienne lui promit une enquête interne. Il voulait connaître l'origine des manipulations. Il voulait que justice soit faite, non seulement pour rétablir la vérité, mais pour affirmer que les valeurs sur lesquelles il tentait de rebâtir Montreuil n'étaient pas des mots creux. En quittant le bureau, Claire croisa plusieurs employés. Certains la regardèrent avec curiosité, d'autres détournèrent les yeux. Elle marcha lentement, mais sans trembler. Elle savait que rien ne serait plus comme avant. Elle avait été testée, poussée dans ses retranchements, mais elle avait tenu et maintenant elle était prête à aller jusqu'au bout. Ce n'était plus une affaire personnelle, c'était une question de vérité. Et cette vérité, elle la déterrerait, quoi qu'il lui en coûte. La tension ne retomba pas après la confrontation avec l'auditeur. Au contraire, elle s'intensifia, comme si le château lui-même se contractait sous le poids de ce qui restait encore caché. Claire, désormais déterminée à découvrir la vérité derrière les documents falsifiés, savait qu'elle n'était plus seulement confrontée à une guerre d'opinion, mais à une machination bien organisée. Et si elle voulait sortir indemne de cette tempête, elle devrait aller plus loin. Elle devrait chercher là où peut oser être regardée. Étienne, fidèle à sa parole, lança une enquête interne. Des contrôles de sécurité furent instaurés autour du système informatique. Les accès furent restreints, les identifiants réinitialisés, les mouvements passés examinés à la loupe. Mais malgré tous les efforts techniques, aucune preuve directe ne permettait encore de désigner un responsable. Tout semblait avoir été orchestré avec soin, comme si celui ou celle derrière les manipulations connaissait parfaitement les procédures, les failles, les points aveugles. Claire commença à se demander s'il ne s'agissait pas de quelqu'un de très proche, trop proche. Un soir, alors qu'elle rentrait dans son bureau après une réunion avec un artisan local, elle trouva sur son bureau une enveloppe sans nom. Aucune mention, aucun sceau, juste son nom, écrit à la main, avec une écriture maladroite. Elle l'ouvrit, méfiante. À l'intérieur, un feuillet plié en deux. Aucun mot. Juste une copie d'un ancien email imprimé, daté de plusieurs mois plus tôt, envoyé depuis l'adresse professionnelle d'une employée du domaine, Lucille Dervaux, à une adresse personnelle. Ce qui attira immédiatement l'attention de Claire, c'était l'objet du message. Modification des accès utilisateurs, procédure testée. Elle lut chaque mot avec précaution. Le message contenait des instructions techniques détaillées sur la façon de dupliquer une signature numérique à partir d'un modèle de document interne. Il ne s'agissait pas de simples notes. C'était un plan, un mode d'emploi, comme un brouillon que l'on n'aurait jamais dû voir. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Lucille, elle n'y aurait jamais pensé. Cette femme, discrète, compétente, qui travaillait depuis plus longtemps qu'elle dans l'administration du domaine,
n'avait jamais montré la moindre hostilité ouverte. Au contraire, elle avait toujours été polie, mesurée, presque effacée. Mais maintenant, les pièces commençaient à s'emboîter. Lucille avait toutes les compétences nécessaires. Elle avait accès aux bons outils. Et surtout, elle avait une raison. Quelques mois plus tôt, avant même qu'Étienne ne reprenne officiellement les rênes du projet de rénovation, elle s'était portée volontaire pour un poste de coordination que celui-ci avait finalement confié à Claire. À l'époque, personne n'avait fait le lien. On avait supposé que Lucille n'avait pas insisté. Mais peut-être avait-elle juste changé de stratégie. Claire savait qu'une telle information ne pouvait pas rester entre ses seules mains. Mais elle savait aussi que sans preuve tangible de l'implication de Lucille dans la falsification des documents récents, l'email ne suffirait pas. Elle décida de se rendre discrètement auprès de Jérôme, le comptable qu'elle avait déjà sollicité auparavant. Elle lui montra le message, lui demanda de garder le secret et de l'aider à croiser les données d'accès du système avec les heures de connexion de Lucille. Ce fut un travail patient, précis, fait de recoupement et d'analyse. Plusieurs nuits de suite, ils restèrent au bureau bien après que tout le personnel eut quitté les lieux. Et petit à petit, les preuves s'accumulèrent. Connexions non autorisées, fichiers copiés et modifiés depuis son poste, incohérences dans les mouvements de fond. Mais il leur manquait encore un élément crucial, un document manipulé qui puisse être relié directement à son adresse IP ou à son identifiant utilisateur. C'est alors qu'un miracle se produisit. Un matin, Jérôme tomba sur une sauvegarde automatique du système, datée de plusieurs semaines en arrière. Un fichier temporaire, enregistré par erreur, contenait une version modifiée d'un bon de commande falsifié, mais non encore validé. Ce fichier portait la trace numérique d'une session ouverte au nom de Lucille, à une heure où elle était officiellement en congé. Ce fut la clé, la preuve, la pièce manquante. Claire remit le tout à Étienne. Il prit connaissance du dossier, ne laissant paraître aucune émotion. Lorsqu'il eut terminé sa lecture, il ferma le dossier, se leva et la remercia, une fois de plus. Mais cette fois, son regard portait autre chose. De la colère, du regret et une forme de lassitude. Il convoqua immédiatement Lucille dans son bureau. Claire ne fut pas présente à l'échange. Mais lorsqu'elle vit Lucille ressortir une heure plus tard, le visage pâle, les mains tremblantes, elle comprit que les aveux avaient été faits. Le lendemain, Lucille quitta le domaine sans un mot. Aucune explication ne fut donnée au personnel. Officiellement, elle avait décidé de se retirer pour raisons personnelles. Mais les regards changèrent. Peu à peu, les rumeurs cessèrent. Les visages redevinrent neutres. Certains commencèrent même à adresser à Claire des mots qu'ils n'avaient plus prononcés depuis longtemps. « Bonjour, merci, bonne soirée ». Rien de très chaleureux, mais suffisant pour qu'elle sente que l'air se faisait plus respirable. Elle n'était pas encore pleinement réintégrée, mais elle n'était plus rejetée. Étienne, de son côté, marqua sa reconnaissance à sa manière. Lors d'une réunion générale, il évoqua brièvement une crise évitée grâce à la vigilance et à l'engagement d'un membre de son équipe. Il ne cita pas Claire nommément, mais chacun sut de qui il parlait. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit fière sans devoir le cacher. Non pas d'avoir gagné une guerre, mais d'avoir traversé la tempête sans trahir ce qu'elle était. Le soir, alors qu'elle rentrait seule dans sa chambre, elle regarda son reflet dans le miroir. Elle ne vit plus une domestique, ni une assistante en sursis. Elle vit une femme debout, marquée par les épreuves, mais intacte. Et pour la première fois depuis cette fameuse danse, elle se permit un sourire, léger, vrai. Le domaine de Montreuil retrouvait lentement un semblant de stabilité après les semaines de turbulence. Le départ discret de Lucille avait laissé derrière lui un silence lourd, mais nécessaire. On ne parlait plus à voix haute de ce qui s'était passé. Les couloirs avaient cessé de bruisser de rumeurs, et les regards, bien que parfois encore teintés de gêne ou d'incompréhension, n'étaient plus chargés de suspicion. Pourtant, au fond du cœur de Claire, quelque chose était resté suspendu. Elle avait été blanchie, oui. Elle avait été réhabilitée aux yeux de ceux qui l'avaient regardée avec méfiance. Mais une partie d'elle-même se demandait encore si tout cela suffirait à lui rendre sa place, ou du moins à lui en construire une nouvelle, pleinement assumée, pleinement légitime. Étienne, depuis la fin de l'enquête, s'était montré discret. Il la consultait toujours dans les réunions, validait ses propositions, reconnaissait ses mérites. Mais une distance s'était installée. Peut-être était-ce une forme de pudeur ou un excès de prudence.
Peut-être aussi un besoin de protéger leur fragile collaboration d'interprétation extérieure, encore trop récente. Claire comprenait, mais elle ressentait aussi une forme de solitude plus fine, plus intime. Elle ne voulait pas de reconnaissance tapageuse. Elle ne voulait pas de privilèges. Elle voulait être vue simplement dans la totalité de ce qu'elle était. Ce fut donc sans attendre grand-chose qu'elle se rendit, un matin, à la réunion générale trimestrielle du personnel. Ces réunions étaient rares, mais essentielles. Elles rassemblaient l'ensemble des employés, toutes fonctions confondues, dans la grande salle du château. Étienne, toujours fidèle à son style sobre, y dressait un bilan des avancées du domaine, annonçait les nouveaux projets, répondait à quelques questions. Ce jour-là, Claire s'assit au fond de la salle, près des employés des cuisines. Elle écouta en silence. Elle ne voulait pas attirer l'attention. Mais au milieu de son exposé, alors qu'il présentait les rénovations à venir dans les bâtiments annexes, Étienne interrompit sa lecture. Il leva les yeux, regarda la salle entière et dit, d'un ton calme mais assuré, qu'il voulait prendre un moment pour évoquer un sujet particulier. Il parla de résilience, d'engagement et de ce que cela signifiait réellement de croire en un projet humain. Puis, sans détour, il mentionna le nom de Claire. Il dit qu'au cours des derniers mois, elle avait non seulement rempli ses fonctions avec compétence, mais qu'elle avait traversé des épreuves injustes, avec une dignité exemplaire. Il expliqua qu'il avait appris d'elle une forme de courage silencieux, que peu de personnes portaient avec autant de sobriété. Il ajouta que sans elle, certaines décisions importantes pour l'avenir du domaine n'auraient jamais été prises. Il la remercia devant tous, sans emphase, mais avec un respect total. La salle fut prise de court. Quelques applaudissements timides surgirent, puis se renforcèrent. Claire, prise au dépourvu, sentit le rouge lui monter aux joues. Elle n'avait rien préparé pour ce genre de moment. Elle ne s'était jamais projetée dans ce genre de reconnaissance. Elle baissa légèrement la tête, submergée par une émotion qu'elle tenta de contenir. Ce n'était pas la mise en lumière qui la touchait, mais la manière dont Étienne avait prononcé ces mots, sans glorification, sans démonstration, juste avec vérité. Mais il ne s'arrêta pas là. Il annonça ensuite une décision inattendue. Il officialisait la nomination de Claire au poste de gestionnaire générale adjointe du domaine, un titre nouveau, créé spécifiquement pour elle, qui reconnaissait son rôle transversal entre la direction et les équipes opérationnelles. Cette décision prenait effet immédiatement. Elle aurait désormais autorité sur les décisions de coordination, l'évaluation des projets et le lien avec les partenaires extérieurs. Une fonction clé, au cœur du fonctionnement du domaine. Claire ne bougea pas. Elle resta immobile, comme si son corps refusait de croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle sentit des dizaines de regards se tourner vers elle. Certains, surpris. D'autres, sincèrement émus. Quelques-uns encore, réticents. Mais aucun ne put ignorer la légitimité du moment. À la fin de la réunion, plusieurs personnes vinrent la saluer. Certains collègues de longue date, qui l'avaient évité pendant des semaines, lui adressèrent quelques mots simples, mais authentiques. Elle répondit toujours avec la même réserve. Elle ne cherchait ni à effacer le passé, ni à exiger une validation. Elle voulait juste que les choses avancent, que les murs se réconcilient avec ce qu'elle avait toujours été. Mais ce soir-là, quelque chose se produisit. Étienne, qui d'habitude quittait les lieux rapidement après les réunions, l'attendit à la sortie. Ils marchèrent côte à côte dans l'allée bordée d'arbres, sans se parler pendant un moment. Puis il s'arrêta. Il la regarda avec une intensité nouvelle. Il lui dit qu'il ne savait pas exactement à quel moment elle avait bouleversé son rapport au monde, mais qu'il savait une chose. Depuis qu'elle était entrée dans sa vie, rien n'était plus pareil. Il parla de silence, de vérité, de solitude partagée. Il lui dit qu'il n'était pas un homme facile, qu'il avait fui les émotions trop longtemps, qu'il s'était protégé de la vie sous prétexte de rigueur, mais qu'elle, avec un geste simple, une danse inattendue, avait déplacé quelque chose d'irréversible. Claire l'écoutait sans dire un mot. Elle ne bougeait pas, mais ses yeux disaient tout. Il lui demanda alors sans détour s'il y avait dans son cœur une place pour ce qu'ils avaient commencé sans l'avoir nommé. Pas une demande, pas une pression, juste une vérité posée entre eux. Elle hésita, non parce qu'elle doutait de ce qu'elle ressentait, mais parce qu'elle savait que ce choix impliquait plus que des sentiments. Il signifiait un nouveau saut, un pas hors du cadre, hors des attentes, hors des peurs. Elle lui répondit alors qu'elle avait besoin de temps.
pas pour fuir mais pour revenir librement. Elle voulait comprendre si ce qu'elle ressentait pouvait survivre hors du tumulte. Étienne accepta. Il ne demanda rien de plus. Ils se séparèrent devant la porte principale. Elle entra dans le château. Lui reprit la direction des vignes. Mais dans le silence de ce moment suspendu, chacun savait que la vraie réponse se construisait déjà. Claire avait quitté le domaine sans fanfare. Un petit sac à la main, quelques affaires soigneusement pliées, une veste simple sur les épaules. Elle n'avait pas dit au revoir à tout le monde, seulement à ceux qui comptaient. Son départ n'était pas une fuite, mais une respiration. Elle avait besoin de recul, non pas pour s'éloigner d'Étienne ou des responsabilités qu'elle venait d'endosser, mais pour se retrouver dans un espace où les regards ne la devançaient pas, où les décisions n'étaient pas alourdies par les conséquences immédiates. Elle prit le train en direction de la Normandie, vers le village où vivait encore sa mère, dans une maison modeste entourée de champs et de silence. Les premières heures passées là-bas furent étranges. Le calme lui parut presque irréel. Après les mois de tension, de doute, de confrontations subtiles, l'absence de bruit, de devoir, de jugement, la frappa de plein fouet. Sa mère, femme simple et franche, ne posa pas beaucoup de questions. Elle lui ouvrit la porte, lui servit du thé, l'observa avec des yeux qui voyaient plus loin que les mots. Elles parlèrent peu le premier soir. Claire dormit longtemps, comme si son corps cherchait à rattraper toutes les nuits interrompues par les pensées. Les jours suivants, elle retrouva des habitudes oubliées. Le pain chaud du boulanger à 7 heures du matin, le marché du mercredi où les producteurs se saluaient par leurs prénoms, le banc sous le vieux chêne où elle s'était assise si souvent adolescente pour rêver d'un avenir plus grand que le clocher du village. Elle marchait beaucoup en silence dans les petits chemins bordés de haies. Elle tentait de comprendre ce qui la freinait, ce qui, malgré tout ce qu'elle avait accompli, l'empêchait de dire oui. Oui à Étienne. Oui à cette histoire naissante, qui n'avait encore ni nom ni forme, mais qui battait doucement, quelque part entre les gestes et les regards. Ce qu'elle découvrit au fil des jours n'était pas une peur de l'amour, ce n'était pas la peur d'Étienne, ni celle de l'intimité. C'était plus subtil, c'était la peur d'être heureuse. Elle avait vécu si longtemps dans un équilibre entre la discrétion et le devoir qu'elle avait appris à se méfier de la lumière, à penser que le bonheur visible attirait les revers, que la joie exprimée se payait toujours d'un prix. Elle ne l'avait jamais formulé ainsi, mais tout en elle était façonné par cette logique invisible, ne pas désirer trop fort, ne pas espérer trop haut, pour ne pas tomber de trop loin. Mais Étienne n'était pas un mirage. Ce qu'il lui proposait, ce n'était pas un conte de fées ni une échappatoire. C'était une possibilité concrète, fragile, mais vraie. Il ne l'avait jamais réduite à un rôle. Il l'avait regardée comme une femme entière, capable de choix, de création, de responsabilité. Il avait vu en elle ce que, pendant des années, elle n'avait pas osé voir elle-même. Ce fut en parlant avec sa mère, un après-midi pluvieux, que quelque chose s'éclaira. Elles étaient assises dans la cuisine, chacune une tasse de café entre les mains. Sa mère lui parla d'un ancien amour de jeunesse, un homme qu'elle n'avait pas suivi, de peur de quitter son village, ses repères, sa famille. Elle lui dit que la peur de s'éloigner de ce que l'on connaît est parfois plus forte que l'amour lui-même. Puis elle ajouta « Mais on peut apprendre à avoir moins peur. On peut choisir de vivre, même si ça tremble. » Claire ne répondit pas tout de suite. Mais cette phrase resta en elle comme une graine. Le lendemain, elle se leva à l'aube. Elle prépara son sac, embrassa sa mère et prit le premier train en direction de Bordeaux. Pendant le trajet, elle regarda défiler les paysages avec une clarté nouvelle. Ce n'était plus un retour incertain, c'était une décision, non pas une réponse donnée à Étienne, mais une réponse donnée à elle-même. Elle ne voulait plus laisser la peur dicter ses absences. Elle ne voulait plus attendre que tout soit parfaitement sûr pour agir. Lorsqu'elle arriva au domaine, la lumière du soir baignait les vignes d'une lueur dorée. Elle ne se dirigea pas vers le château immédiatement. Elle fit un détour par les rangées de ceps, là où ils avaient marché la première fois ensemble. L'air était frais, chargé de terre et de feuilles. Elle y resta un moment, immobile, le visage tourné vers l'horizon. Puis, elle reprit sa marche. Elle entra dans le château par l'arrière, monta les escaliers familiers et alla directement à son bureau. Tout était en ordre, rien n'avait bougé, mais sur son bureau, un carnet ouvert. Étienne l'avait laissé là, quelques lignes écrites à la main.
Je ne sais pas quand tu reviendras, ni même si tu reviendras. Mais quoi qu'il arrive, ce que tu as construit ici t'appartiendra toujours. » Claire ferma les yeux. Un instant. Elle sortit du bureau, traversa le couloir, descendit les escaliers et se rendit dans la salle principale. Étienne s'y trouvait en train de parler avec un artisan. Lorsqu'il la vit, il s'interrompit. Il s'excusa, murmura quelques mots au professionnel, puis s'avança vers elle. Il ne dit rien tout de suite, elle non plus. Puis elle parla. Elle lui dit qu'elle était revenue, qu'elle voulait reprendre son travail, qu'elle avait encore des projets à mener, des idées à défendre, mais qu'elle voulait le faire à sa manière, avec ses conditions, rester fidèle à ce qu'elle était, ne jamais se perdre dans le rôle, ne jamais trahir sa vérité pour convenir à un cadre. Étienne acquiesça, sans hésitation. Puis, dans un murmure presque imperceptible, elle ajouta « Et si tu es toujours là, je veux bien essayer d'être heureuse avec toi. » Il ne répondit pas avec des mots. Il posa doucement sa main sur la sienne, puis l'entraîna à l'extérieur, sans dire un mot. Ils marchèrent lentement côte à côte, comme deux êtres qui avaient appris, chacun à leur manière, que le courage ne résidait pas dans les certitudes, mais dans la capacité à avancer, même quand le sol tremble. Ce soir-là, le château s'endormit dans une paix discrète. Et Claire, dans sa chambre, sut qu'elle avait choisi, non pas Étienne, mais la vie qu'elle voulait. Le retour de Claire au domaine de Montreuil n'eut rien de théâtral. Pas de discours, pas d'annonce, pas d'applaudissements. Elle reprit sa place comme si elle ne l'avait jamais quittée, glissant dans le quotidien avec cette même discrétion qui l'avait toujours caractérisée. Pourtant, tout était différent. Quelque chose avait changé dans l'air, pas seulement dans la manière dont les autres la regardaient désormais, mais dans la façon dont elle se tenait, dans la sérénité calme de ses gestes, dans l'assurance nouvelle avec laquelle elle posait ses idées et défendait ses projets. Étienne, de son côté, n'avait pas cherché à précipiter les choses. Il respectait son rythme, sa liberté, sa façon d'exister, sans jamais chercher à dominer l'espace. Mais il était présent. Dans chaque réunion, dans chaque décision prise ensemble, dans chaque échange de regards qui en disait bien plus que n'importe quel mot. Leur complicité n'avait pas besoin de s'afficher pour exister. Elle s'exprimait dans les silences partagés, dans la manière dont ils se comprenaient sans se couper, dans les pas coordonnés qu'ils posaient ensemble dans la gestion du domaine. Très vite, Claire reprit les rênes des projets en cours, mais elle ne se contenta pas de relancer ce qui avait été interrompu. Elle proposa une vision nouvelle, nourrie de ce qu'elle avait compris en s'éloignant. Elle voulait faire de Montreuil un lieu vivant, pas seulement un domaine viticole rentable. Elle parla d'ouverture, de transmission, de durabilité. Elle proposa que certaines ailes du château soient réaménagées pour accueillir des ateliers, des résidences d'artistes, des projets d'éducation rurale. Elle défendit l'idée d'un potager en permaculture à la place de l'ancien terrain inutilisé à l'est du domaine. Elle suggéra même de créer un programme de formation interne pour les jeunes sans expérience issus de villages environnants. Étienne l'écouta. Il ne la regardait pas seulement comme une partenaire professionnelle. Il la regardait comme une femme qui portait une vision, une forme d'intelligence qui n'avait besoin ni de diplôme, ni de statut. Il valida chaque idée non par complaisance, mais parce qu'elle faisait sens. Il voyait l'avenir du domaine à travers ce regard capable de relier la mémoire des lieux à leur transformation possible. Avec le temps, une nouvelle dynamique s'installa. Les employés, autrefois méfiants, commencèrent à s'impliquer davantage. Certains d'entre eux, qui avaient été les plus distants, demandèrent à participer au nouveau projet. Claire n'imposait rien. Elle proposait. Et sa manière de faire, ouverte, inclusive, sans arrogance, encourageait les initiatives. Les réunions de travail devenaient des espaces d'échange réels. Les silos entre les fonctions s'effritaient. Le domaine, longtemps figé dans une hiérarchie rigide, retrouvait peu à peu une respiration collective. Un événement marqua particulièrement ce renouveau. À l'initiative de Claire, une journée portes ouvertes fut organisée, non pas pour vendre du vin, mais pour inviter les habitants des alentours à découvrir le domaine autrement. Des ateliers furent proposés. Fabrication de pain, initiation à la taille de vigne, lecture de contes pour enfants, dégustation à l'aveugle menée par Claire elle-même, qui prit la parole pour expliquer l'histoire des lieux avec une sensibilité qui toucha tout le monde. Étienne, discret en apparence, observait de loin, mais ses yeux ne quittaient jamais Claire. Il voyait en elle la force tranquille d'un renouveau profond. Cette journée fut un succès.
Mais au-delà des chiffres ou des félicitations, elle marqua un tournant symbolique. Le domaine n'était plus seulement un lieu d'exploitation, c'était devenu un espace de rencontre. Et cela, tout le monde savait à qui on le devait. Pourtant, au cœur de tout ce mouvement, Claire restait elle-même. Elle refusait les effets de pouvoir, les privilèges inutiles. Elle vivait toujours dans une petite chambre à l'étage, sobre, lumineuse, proche des anciens quartiers du personnel. Elle partageait encore certains repas avec les employés, prenait le temps d'écouter, de comprendre. Elle savait que le vrai changement ne se décrétait pas. Il se construisait dans la continuité des gestes quotidiens, dans la cohérence entre les idées et la manière de les incarner. Un soir, alors qu'ils marchaient tous deux dans les jardins, Étienne lui demanda si elle était heureuse. Elle lui répondit qu'elle n'avait jamais su définir ce mot précisément. Mais qu'ici, maintenant, elle se sentait à sa juste place, pas au sommet de quelque chose, pas en dehors, simplement au centre d'une vie qu'elle choisissait chaque jour sans travestir ce qu'elle était. Il lui sourit alors, d'un sourire rare, profond, débarrassé de toute réserve, et il lui prit la main, sans rien dire. Claire ne la retira pas. Leur lien, nourri de respect et de lenteur, prenait une forme plus douce, plus intime. Il n'y avait pas encore eu de déclaration, pas de promesse. Juste un accord tacite. Ils se construisaient ensemble, dans le présent. Pas de projection hâtive, pas de mise en scène. Ils apprenaient à exister côte à côte, sans fusionner, sans s'annuler. Deux mondes qui s'étaient croisés, qui s'étaient reconnus, et qui désormais avançaient dans la même direction. Vers la fin de l'automne, alors que les feuilles recouvraient les chemins de leur tapis rouge et or, Claire proposa une idée à Étienne. Elle voulait organiser un bal, un an après celui qui avait tout déclenché. Non pas une soirée mondaine comme la précédente, mais un moment simple, ouvert, festif, pour célébrer le chemin parcouru. Étienne la regarda, surpris, puis rit doucement. Il accepta sans discuter. Ils fixèrent la date. Et dès lors, sans qu'ils aient besoin d'en parler, tous deux savaient que ce bal serait plus qu'un événement. Il serait un symbole, le point d'orgue d'un cycle, et peut-être le début d'un autre. Un an exactement après la première soirée de gala, Montreuil se préparait à un événement qui n'était ni nécessairement commercial ni obligatoire, mais profondément symbolique. Claire avait insisté pour que cette nouvelle réception soit différente. Moins de mondanité, moins de luxe ostentatoire, plus d'authenticité et de chaleur humaine. Les tables étaient disposées avec soin, sans excès. Les fleurs choisies pour leur simplicité, les nappes d'un blanc ivoire, la lumière douce des chandeliers rappelant le charme ancien du château. La musique serait présente, mais pas pour impressionner, simplement pour accompagner la légèreté du moment. Les habitants locaux, les employés du domaine, quelques partenaires de confiance étaient conviés. L'objectif était de célébrer non pas la richesse ou le pouvoir, mais le chemin parcouru et la transformation intérieure qui s'était produite chez ceux qui avaient participé à la renaissance du domaine. La soirée commença en douceur. Les invités se déplaçaient lentement dans les salons et les jardins éclairés par les lanternes, échangeant des paroles simples, sincères, sans artifice. Claire circulait avec son sourire habituel, prenant le temps de saluer chacun, d'échanger quelques mots, de s'intéresser réellement aux conversations. Elle se sentait légère, présente, mais aussi consciente de la portée de cette soirée. Un an plus tôt, elle n'aurait jamais imaginé être là, ni ressentir ce mélange de fierté et de sérénité. Tout avait changé, et pourtant, rien n'avait été précipité. Tout avait été gagné par le courage silencieux et la sincérité des gestes. Étienne, fidèle à sa nature, n'était pas en avant. Il observait, écoutait, intervenait discrètement. Mais chaque fois que leurs regards se croisaient, quelque chose passait dans l'air. Une complicité intacte, un langage que seuls eux pouvaient comprendre. Il se souvenait de ce premier regard échangé au milieu du bal, de cette danse improvisée qui avait tout déclenché. Et ce soir, il savait qu'il ne pouvait pas attendre un instant de plus pour agir. Lorsque la musique changea et qu'un morceau de valse commença à remplir le grand salon, Étienne s'avança doucement vers Claire. Les invités, surpris, se turent. La scène semblait simple, presque ordinaire, mais en réalité, chaque mouvement était chargé de sens. Il tendit la main vers elle, un geste poli mais déterminé, invitant à un moment qui n'était pas seulement une danse, mais la réaffirmation de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Claire, les yeux brillants, esquissa un léger sourire. Elle prit sa main.
Elle ne ressentait ni crainte ni pression, juste une évidence. Ils avancèrent ensemble au centre de la salle. Les premiers pas furent calmes, mesurés, presque timides. Mais à chaque mouvement, ils semblaient retrouver le langage qu'ils avaient découvert un an plus tôt, celui des gestes, des silences, des regards. La musique les enveloppait, mais ce n'était pas elle qui guidait la danse. C'était la confiance, la compréhension mutuelle, la reconnaissance des obstacles franchis et des épreuves surmontées. Les invités, désormais attentifs, remarquèrent la synchronisation parfaite de leurs mouvements, l'harmonie invisible qui les unissait. Étienne souriait, un vrai sourire, rare et franc, qui illuminait son visage. Claire répondait avec légèreté et précision, comme si chaque pas était une affirmation silencieuse. Ils étaient présents ici, pleinement, ensemble. Ce n'était pas une performance, ce n'était pas un spectacle. C'était la vie simple, intense, vécue dans un instant parfait. À mi-chemin de la valse, Étienne se pencha légèrement et murmura à l'oreille de Claire « Veux-tu que ce moment ne soit pas seulement une danse? Veux-tu que nous construisions notre vie comme nous construisons ce domaine, ensemble ?» Claire, sentant la sincérité dans chaque mot, sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas un geste précipité. Ce n'était pas une déclaration dictée par le protocole ou l'émotion passagère. C'était une demande pure, une invitation à transformer le moment en une continuité de leur histoire. Elle acquiesça, les yeux humides de bonheur retenus. « Oui », répondit-elle simplement, sa voix juste assez forte pour qu'il entende. La valse continua, mais la pièce semblait tourner autour d'eux. Les regards des invités s'effacèrent doucement. Il n'y avait plus que Claire et Étienne. Les gestes du passé, les luttes, les obstacles, les épreuves et les tensions qui avaient émaillé leur parcours se transformèrent en une force douce, une harmonie silencieuse. Chaque pas était une affirmation. Tout avait mené à cet instant. Et maintenant, tout était possible. Lorsque la musique s'acheva, ils se retrouvèrent face à face, les mains toujours liées. Étienne s'agenouilla légèrement, dans un geste à la fois humble et solennel. Devant tous les invités, il sortit une petite boîte et la présenta à Claire. « Veux-tu m'épouser » demanda-t-il calmement, avec une sincérité qui dépassait toute apparence, tout protocole, toute tradition. La salle retint son souffle. Claire, les larmes aux yeux, sentit la chaleur de son cœur se répandre dans tout son être. Elle sourit, pleinement, sans hésitation. « Oui » murmura-t-elle. Le soulagement, la joie et l'émotion qui suivirent furent mesurées, mais intenses. Il n'y eut ni explosion de luxe ni extravagance. Il y eut juste eux ensemble, dans la reconnaissance mutuelle de ce qu'ils avaient traversé et de ce qu'ils voulaient désormais construire. Les invités applaudirent doucement, respectant l'intimité du moment, témoin d'une vérité rare et fragile. L'amour, lorsqu'il est sincère et patient, peut transformer même les cœurs les plus fermés. Dans les semaines qui suivirent, Claire et Étienne préparèrent leur vie commune. Ils continuèrent à gérer le domaine, main dans la main, partageant les responsabilités et les projets. Leur relation ne fut jamais une fusion étouffante, mais un équilibre entre liberté et proximité. Ils vécurent pleinement chaque instant, entre amour, travail et respect mutuel. Montreuil devint le symbole d'une transformation possible, d'un lieu où la sincérité et le courage peuvent déplacer des montagnes, changer des vies et unir deux mondes qui auparavant semblaient irréconciliables. Ce bal, cette danse et cette demande en mariage marquèrent la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Claire et Étienne avaient approuvé que la vérité, la patience et l'authenticité pouvaient transformer même les cœurs les plus fermés et que l'amour véritable ne réside pas dans la précipitation, mais dans le choix réfléchi de s'ouvrir à l'autre. À Montreuil, la vie reprit son cours, riche de sens et de promesses, et pour eux, le futur n'était plus une crainte, mais une certitude partagée.